Ted Bilia est président du conseil d'administration de l'ICPA depuis 2012. Il est consultant en agroalimentaire et spécialiste en innovation et sa clientèle provient à la fois des secteurs publics et privés. Il a été premier vice-président des aliments Maple Leaf, une des plus grandes entreprises dans l'agroalimentaire canadien. Il a été premier vice-président des aliments Maple Leaf, oui. Ted siège au conseil d'administration de divers organismes, dont la Patterson Global Food, l'Alberta Livestock and Meat Agency, ainsi que BHG International Trade. Il détient un baccalauréat spécialisé ainsi qu'une maîtrise en relations internationales de l'Université York. Monsieur Bilia. Merci beaucoup. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler et j'espère qu'on pourra avoir un dialogue par la suite, mais je veux parler d'un des défis du monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'eau et comment nous pouvons nous repositionner dans un endroit où il y a beaucoup d'eau pour bien s'en servir. Alors, je vais vous donner la conclusion dès le début. Moi, j'aimerais voir que la valeur de l'eau soit augmentée. C'est un capital naturel et comme tout capital, plus vous en avez, plus ça devrait valoir. Souvent, on voit cette affirmation, surtout dans l'ouest du Canada et aux États-Unis, plusieurs personnes disent « Nous devrons nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050 ». Mais il manque un mot dans cette affirmation, c'est le mot que nous connaissons tous de façon plus durable. Il ne sert à rien de nourrir 9 milliards si on ne peut pas le faire de façon soutenue. Et c'est un problème grave parce qu'on ne sait pas comment le faire à l'heure actuelle. On n'a aucune preuve que c'est même faisable. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le Canada? Eh bien, l'Institut canadien de politique agricole a dirigé une réunion d'environ 300 personnes à Ottawa l'automne dernier et nous avons traité de ce sujet, mais avec un angle différent. On a demandé quels sont les défis, il y en a beaucoup. La grande opportunité qui en est ressortie, c'est celle que l'on voit, accroître le secteur agroalimentaire, augmenter les revenus agricoles tout en améliorant les écosystèmes, les qualités nutritionnelles des aliments. N'importe lequel de ces points-là est un enjeu majeur, mais le vrai défi, c'est de combiner les trois, ou les quatre plutôt, et c'est ce que nous avons fait à ce forum, l'ICPA. Nous avons tous parlé des problèmes que nous avons. On a énuméré les besoins à satisfaire. Vous en avez entendu plusieurs ce matin avec José et Vincent. Ils ont parlé de ces besoins et qui s'en viennent, et les choses qu'il faudra gérer en agriculture. Et un des pires problèmes, c'est le nouveau facteur du changement climatique et comment ça nous affecte, et toutes les attentes de la part des différents groupes sur ce sujet. Mais nous y sommes intéressés. Donc, quand on prend tout ça, quelles sont les vraies possibilités? Ne nous posons pas la question si c'est possible ou pas, mais pensons pour penser. Quelle est la possibilité pour le Canada? Et ce qui a été dit le plus fermement, c'est, eh bien, d'abord, si vous devez faire quoi que ce soit, vous devez avoir de la confiance. Donc, je vais y revenir à plusieurs reprises ce matin parce que l'agriculture peut faire bien des choses, mais si vous n'avez pas la confiance des gens autour de vous, de la société, ici et à l'étranger, vous allez bloquer éventuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons si fort de licence sociale en agriculture. Mais la grande possibilité qui est ressortie, c'est que le Canada peut produire des aliments sécuritaires, on le sait, et le produire d'une façon non seulement qui protège l'environnement et qui peut même améliorer l'environnement. Ça, c'était une nouvelle façon de penser, tout en améliorant la qualité nutritionnelle des aliments. Pensez à tous les problèmes que l'on réglerait si on pouvait le faire. Donc, on voulait entrer dans ce débat de façon profonde. Alors, pourquoi est-ce une si grande possibilité pour le monde? Eh bien, regardons la question. Vous le savez probablement, donc on va le faire rapidement, mais avec
l'augmentation de 7 à 9 milliards d'habitants, la plupart de ces habitants se trouvent dans des villes. Et les villes ont besoin de nourriture, ça c'est évident. Ils ont besoin d'eau et ils ont besoin d'énergie. Et un des points intéressants, c'est que cette énergie requiert aussi beaucoup d'eau pour la produire, soit pour générer l'énergie, ou si c'est sous forme d'électricité, c'est de l'eau pour refroidir les usines au charbon ou au gaz. Et encore plus ces jours-ci, pour la fracturation hydraulique, parce que la plupart du monde essaie d'obtenir du gaz par fracturation hydraulique. Et ça exige beaucoup d'eau qui éventuellement se retrouve sous terre. Donc, avec le développement du monde, avec cette urbanisation, il y a beaucoup de pression sur l'eau. Maintenant, le Forum économique mondial de Davos a étudié la question et le CSIRO, la grosse association australienne, a développé cette idée qu'il y a un nexus eau et aliments relié à l'énergie. Donc, l'énergie a besoin d'eau, l'alimentation a besoin d'eau, et les gens ont besoin des deux facteurs à l'avenir. Si nous réfléchissons à ça plus en profondeur, ce tableau, je l'utilise pour différentes raisons, mais Unilever a développé ce concept en 2000, qui disait que lorsqu'on avance dans la décennie de 2000 à 2010, ou plutôt de 2010 à 2020, lorsqu'on avance dans le temps, la pyramide à ma gauche, qui a commencé avec 2,9 milliards d'habitants en bas et 1,9 en haut, lorsqu'on avance dans cette période de 10 ans, cette pyramide va se renverser et dans les faits, va avoir 1,9 milliard. On va perdre 1 milliard en bas et on va gagner 1 milliard en haut et on va ajouter 1 milliard de personnes pendant la décennie. Donc, en regardant les chiffres, on voit qu'on est en fait pile. Et en fait, la richesse est en croissance et on perd davantage de gens en bas. Nous savons tous ce que ça veut dire pour l'alimentation. Ça veut dire qu'il nous faudra davantage de nourriture parce que la première chose que les gens achètent lorsqu'ils passent du bas de la pyramide à moins de 2 $ par jour, la première chose qu'ils vont vouloir, c'est davantage de nourriture et davantage de nourriture nutritive. Donc, ce tableau a été développé récemment et a aussi étudié une personne de 10 ans, de 2013 à 2023. Et essentiellement, ce qu'ils disent dans la FAO, c'est que les choses comme le beurre et le blé vont augmenter de 10 % et le porc 14 % dans la même période. La volaille et la poudre de lait écrémé, presque 30 %. Donc, ce sont des chiffres significatifs qu'il faut espérer de l'agriculture en moins d'une décennie. Mais quand on pense à ce qu'il y a dans cette nourriture, les choses deviennent plus complexes. Ça vous donne une idée de vos aliments qui contiennent de l'eau. Et si vous vous dites d'abord, ma première observation quand je regardais ça, écoutez, l'endroit parfait pour le Québec et le Canada, ça doit être la protéine, parce que la couleur rouge, ce sont les protéines. Donc, si vous regardez le bœuf, par exemple, avec 106 gallons d'eau pour produire une once de bœuf ou le porc à 41 gallons pour une once de porc, c'est un endroit intéressant si vous avez de l'eau en abondance. Ça va être un avantage comparatif à l'avenir lorsque l'eau va augmenter en valeur. Mais demandons-nous de quelle eau on parle au juste. Ce qui est surprenant pour la plupart des gens quand ils y réfléchissent, c'est que la plupart de l'eau sur la planète, c'est de l'eau salée. Donc, 97,5 % de l'eau se trouve dans les océans. C'est de l'eau salée. Ce n'est pas utilisable directement. On peut travailler avec la technologie, mais à toute fin pratique, ça ne sera pas de l'eau à des fins agricoles. Des 2,5 % de l'eau qui est de l'eau douce, la grande majorité se retrouve en Antarctique ou dans les glaciers. Donc, ce n'est pas de l'eau particulièrement utilisable à l'heure actuelle. Et le reste, dans les faits, presque tout le reste se trouve sous terre. C'est de l'eau souterraine. Donc, les lacs et les rivières que vous voyez ici au Québec, ils sont assez rares finalement. C'est moins de 1 %. C'est même une fraction de 1 % de toute l'eau sur Terre. Donc, nous vivons, et il faut garder ça à l'esprit, nous vivons dans une bulle ici au Canada et surtout au Québec,
où nous avons beaucoup d'eau que nous pouvons voir. Et il faut garder ça à l'esprit. Et ce n'est pas une expérience normale pour le reste du monde. Le reste du monde, bien sûr, la distribution de l'eau est très inégale. Et quand je parle d'eau douce ici, d'accord? Le 2,5 %. Donc, les Amériques en ont en abondance, l'Asie en a relativement peu. Quand le Forum économique mondial de Genève se rencontre à tous les ans, il regarde l'analyse de risques, tous les risques possibles. Je sais que c'est difficile à lire, mais je vais vous montrer ceux qui sont pertinents pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont un impact élevé et une probabilité élevée. Ça, c'est en haut à droite, et ce sont ceux qui nous intéressent. Ce sont les risques, par exemple, le premier, dont on va parler à la fin de la présentation essentiellement, ce sont les maladies infectieuses. Donc, la plupart des maladies infectieuses, leur origine se trouve dans les animaux. Les maladies zoonotiques, ce sont celles qui provoquent des pandémies. Et comme vous pouvez le constater, c'est en augmentation. En autant qu'on ait une agriculture intense et l'élevage intense d'animaux dans des zones où il y a beaucoup d'habitants et pas beaucoup de terres arables, nous allons être capables de prédire avec certitude que ça va être un problème en croissance. Les deux au milieu, c'est la collision entre la crise alimentaire qui s'en vient, que le Forum économique mondial prédit, et essentiellement l'instabilité sociale. Maintenant, nous savons que ça se produit déjà. Nous savons quel était le déclencheur. Pas la cause à long terme, mais au Moyen-Orient, le déclencheur, c'était la crise du blé en Syrie et en Irak. C'est ce qui a déclenché les événements là-bas il y a quelques années. En haut à droite, ce que vous voyez, celui que le Forum économique mondial voit comme étant celui qui aura le plus grand impact, essentiellement, c'est l'eau, la crise de l'eau. Et c'est la deuxième chose la plus susceptible à se produire. La plus importante, qui est en bas de ça, ce sont les conflits internationaux. Je ne l'ai pas mis parce que ça se produit déjà. Donc, ça nous donne une idée des risques. Regardons où l'eau se trouve déjà en état de crise. Remarquez une chose sur la carte immédiatement, c'est que les risques hydriques se trouvent là où il y a les meilleures terres agricoles, où il y a le plus de population et c'est un risque réel, pas théorique. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous vivons un changement climatique et ça se réchauffe dans plusieurs des endroits qu'on a regardés. Et il y a deux problèmes qui se produisent. D'abord, bien sûr, la transpiration. On a besoin de davantage d'eau pour faire pousser des cultures. Et le deuxième, ça se réchauffe et les rendements dans les régions où le blé est près de sa température nocturne maximale, on commence à les dépasser. Donc, on peut prédire que les rendements, sans modification génétique à la récolte, ces rendements vont diminuer. Donc, ça, c'est un problème auquel on aura à faire face. Un exemple dont je veux vous parler pour comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est que le plus gros de l'eau sur laquelle nous dépendons, qui a créé la Révolution verte depuis 50 ans. Tout le monde pense que la Révolution verte vient des semences et des engrais, mais au cœur, c'était vraiment l'irrigation. Donc, la plus grosse augmentation de rendement agricole que nous avons aujourd'hui, quand on regarde le monde dans son ensemble, vient de l'irrigation, essentiellement. La grande majorité de cette irrigation qui s'est produite dans cette période vient de sources non renouvelables d'eau, surtout de l'eau souterraine. Donc, éventuellement, dans le temps, si votre système alimentaire est basé essentiellement sur une source non renouvelable, vous devez faire face à la possibilité que dans certaines régions, il y aura pénurie. Et ici, nous avons un bon exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, l'aquifère Ogala couvre 8 États aux États-Unis. C'est comme un énorme lac souterrain qui s'est développé sur des millénaires et qui coule du sud de la frontière canadienne jusqu'au nord de la frontière du Mexique. Cet aquifère baisse de façon mesurable depuis de nombreuses années. Il diminue en nombre de pieds et lors d'une très bonne année,
ça va peut-être baisser d'1 pouce. Donc, ça prend un millénaire pour renouveler ce qu'on extrait en quelques années. Donc, on est à des endroits maintenant où les puits, pour obtenir de l'eau, il faut creuser de plus en plus creux. Donc, on est rendu au point, dans certains puits, où il n'y a plus d'eau accessible. Au Kansas, par exemple. Donc, le premier signe que j'ai observé que ça devient un problème national, cet article a été publié dans les Proceedings of the National Academy of Science, un périodique scientifique respecté, et pour la première fois, ils ont mis une valeur monétaire sur cette eau. C'est un concept important. Si vous utilisez de l'eau pour de l'irrigation et vous ne payez rien autre que le coût du diesel ou de l'électricité pour le pomper, c'est de l'eau gratuite. C'est une subvention substantielle si vous l'utilisez pour irriguer, et les 8 États dans cet aquifère sont des États agricoles. Les chiffres ont été faits pour le Kansas, et le Kansas baisse sa valeur de capital naturel de 110 millions de dollars par année, et ça se produit depuis de nombreuses années. Et la question devient, donc, est-ce approprié? Est-ce qu'on devrait miner l'eau? Maintenant, si vous utilisez, si vous voyez ça comme un compte en banque, et on va en parler dans la prochaine diapo, si vous vivez à partir de vos économies, c'est correct. Si vous êtes de mon âge et vous voulez vivre de votre retraite, mais ce n'est pas une bonne idée si vous commencez à faire ça au moment où vous êtes en âge de travailler, parce qu'éventuellement, il faut avoir une date de péremption en vue. Et c'est le problème si nous exploitons des aquifères non renouvelables. Le plus gros de cette eau agricole au monde est non renouvelable. Donc, avec le changement climatique, les États-Unis y ont travaillé. Donc, avec et sans changement climatique, les deux cartes, vous pouvez voir que ce problème va augmenter avec le changement climatique, celui dont on vient de parler. Ces aquifères se trouvent partout au monde. J'aurais pu vous montrer environ 23 d'entre eux. Et si vous êtes intéressé, il y a un article dans la revue Nature qui a étudié les 23 principaux. Celui-ci est dans le nord-ouest de l'Inde et au Pakistan. Énormément de gens dépendent de cet aquifère pour leur eau, de même que toute l'agriculture dans cette partie de l'Inde. Le problème, c'est que les puits sont rendus si profonds que à l'intérieur des terres, on trouve de l'arsenic dans l'eau et près de la côte, on a du sel dans l'eau. Donc, il y a des dizaines de millions de gens qui vont être affectés ici et personne ne bouge, ne trouve une solution. Des trains d'eau ont été développés. Il y a des régions en Inde où il y a des trains remplis d'eau qui amènent de l'eau des zones riches en eau, et il y a des cultures qui ne se produisent plus parce que c'est meilleur marché de vendre l'eau. Donc, l'autre question, c'est à qui appartient l'eau? Ça, c'est la Chine, et je connais mieux la Chine. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et il y a deux choses ici. D'abord, c'est la carte de risque hydrique en rouge, et au-dessus, on voit les usines électriques au charbon. Le gros problème en Chine, bien sûr, c'est dans la région de Beijing, il n'y a pas d'eau. La nappe phréatique est vide. La rivière Jaune est à sec au moment de se rendre à la côte. À l'Himalaya, c'est plein d'eau. Rendu à la côte, c'est sec. Et en passant, il y a 6000 usines pétrochimiques sur l'usine Jaune, sur la rivière Jaune, le fleuve Jaune. Donc, je ne voudrais même pas de cette eau, même si elle était disponible à la fin de ce fleuve. Les Chinois ont un problème grave depuis la dernière décennie. Et en fait, j'ai parlé aux chefs, aux leaders chinois qui ont été impliqués dans la discussion de façon indirecte. Ils se demandaient est-ce qu'on devrait déménager Beijing parce que la capitale est au mauvais endroit, il n'y a pas assez d'eau. Ou devrions-nous amener l'eau à la capitale? C'est devenu le débat intéressant. Et ils ont choisi d'amener l'eau à la capitale, et la plupart le savent que le plus important projet d'ingénierie au monde sur Terre fait exactement ça. Ils transfèrent l'eau du fleuve Yangtze au fleuve Jaune pour leur permettre d'avoir au moins, de façon temporaire, de l'eau, parce que ça ne sera pas une solution à long terme pour obtenir de l'eau. L'autre point intéressant sur cette carte, et ça m'est venu à l'esprit, c'est qu'en passant, tous les grands fleuves en Asie sortent du même glacier.
que l'on parle de l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, le Vietnam ou en Chine, tous les fleuves viennent de la même zone glaciaire dans l'Himalaya. Donc, pensez à ce problème-là. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Et maintenant, ils ont un des plus importants transferts d'eau entre deux bassins versants. Historiquement, les Chinois l'ont fait depuis longtemps. Ils l'ont déjà fait pour du transport, mais pas pour simplement déplacer de l'eau. Je vais ajouter une autre dimension à ce problème. Jusqu'ici, on a parlé de quantité d'eau. Maintenant, j'aimerais parler de qualité d'eau maintenant. Et un des problèmes, là où il y a beaucoup d'humains, et beaucoup de volailles. Ici, je montre de la volaille, mais ça s'applique aussi pour les autres productions animales, c'est qu'ils sont ensemble sur la même source d'eau. Et si on ajoutait des ports à la carte, gardez à l'esprit que la moitié des ports au monde se trouve en Chine et ils couvriraient à peu près la même superficie que les humains sur cette carte de la Chine. Et donc, encore une fois, deux problèmes ressortent de là. Les maladies zoonotiques dont on a parlé, ça je vous le garantis, mais le deuxième, c'est que maintenant, peu importe l'eau qui reste, qui demeure, n'est plus utilisable. Les niveaux de phosphate et de nitrate de sources agricoles dans l'eau sont horribles. Une des raisons, c'est que la Chine, jusqu'à tout récemment, subventionnait les engrais. Je vais vous donner tout l'engrais que vous voulez, parce qu'ils voulaient beaucoup de production, mais la conséquence a été que l'eau n'était plus utilisable. Et cette même eau est devenue, avec les déchets industriels, il y a beaucoup d'industries en Chine, c'est là où les déchets sont retrouvés. Donc aujourd'hui, 10 d'après les dossiers gouvernementaux, 10 de toutes les terres arables en Chine ne sont plus utilisables pour la production alimentaire. On peut produire des denrées non alimentaires. Ça, c'est de la taille de l'Allemagne, pour vous donner une idée de grandeur. Ça, ce n'est pas particulier à l'Asie, ce problème, ou ni aux États-Unis avec leur problème d'aquifère. L'Europe a ses propres problèmes. Ils ont assez d'eau en termes de qualité. L'Europe du Nord a beaucoup d'eau, mais le nord de l'Europe a des problèmes d'agriculture intensive depuis longtemps et beaucoup d'industries. Cette carte est une carte qui montre les pesticides dans la nappe phréatique en Europe et c'est devenu un problème croissant dans plusieurs pays. En plus, il y a des lacs et des rivières qui ont des dommages écologiques significatifs. L'Europe essaie de gérer le problème. Toute l'idée de changer les politiques agricoles en Europe, donc trouver une nouvelle façon de subventionner, soyons clairs. Ils ont dit, OK, si c'est vert, on va appuyer le nettoyage des fleuves et des lacs, mais ils ne le font pas. Les choses ne s'améliorent pas. Et il y a un article publié sur le sujet, si vous avez des doutes, qui analyse la solution soi-disant verte de l'Europe, tout en disant que ce n'est pas si vert que ça, en fait. En fait, c'est simplement une façon différente de subventionner l'agriculture. À l'occasion, vous pouvez le voir de façon significative en termes de conséquences. Ça, c'est si récent, je me suis dit, on va le présenter. On sait tous que le Chili a développé rapidement sa base agricole. Ils ont augmenté la production animale, aussi de fruits et de légumes. On les voit ici tout le temps. Donc, tout ça prend beaucoup d'engrais et le Chili est assez sec. Et le mois dernier, il y a eu de la pluie et beaucoup de pluie. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu du lessivage vers l'océan. Et vous avez eu la plus grande croissance de la prolifération d'algues qu'on ait vue. Et ça a tué 26 millions de saumons. 26 millions de saumons qui vaut 80 millions de dollars, 800 millions de dollars. C'est à peu près la taille de l'industrie de l'aquaculture du saumon au Canada qui a été décimée en l'espace d'une semaine. Pourquoi? Parce que personne n'a anticipé les conséquences environnementales. Donc, maintenant, je veux ramener la question sur la confiance. Si ça ne vous met pas d'humeur de dire « Hey, est-ce qu'on devrait faire confiance au système, ce système agricole mondial? » Au départ, je ne suis pas convaincu que ce soit durable. Et en passant, j'aurai peut-être besoin de cette eau-là pour mes petits-enfants éventuellement. Donc, il y a beaucoup de confiance liée au problème. Donc, quand les consommateurs commencent-ils à résister? Donc, la plupart d'entre vous dans cette salle connaissez l'histoire.
les États-Unis ont augmenté leur exportation de produits laitiers par un facteur de 7 depuis 10 ans. Et la Californie, et c'est assez intéressant, a eu la plus grosse importance en production laitière dans la période. Et vous voyez les exportations des États-Unis sur ce tableau. Le plus gros de cette augmentation est venu de ce qu'on appelle les 3 îlots laitiers, les 3 taches vertes à l'ouest des États-Unis. Et qu'ont en commun ces 3 taches vertes-là, d'où vient le lait? Ils sont tous sur des aquifères. Ils sont tous sur des aquifères. Et ce qui est intéressant, c'est devenu un problème. Quand la Californie a eu une sécheresse sur plusieurs années et les gens, on ne voit pas de nappe phréatique, donc les gens ne s'en préoccupent pas. Mais les gens pouvaient voir que le lac Mead a eu un anneau de baignoire, comme on l'appelle, parce que c'est le niveau de chute de l'eau pendant cette longue sécheresse. Et la conséquence est que ce n'est pas un compte d'épargne, c'est un compte chèque, c'est l'eau de surface, c'est l'eau qui se renouvelle quand il neige dans les montagnes. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas neigé depuis longtemps. Et donc, tout d'un coup, toute la Californie a dû penser à sa nappe phréatique, mais la nappe phréatique est différente en Californie. Les gens sont propriétaires des droits à l'utilisation de l'eau. Et le déclencheur, bien sûr, ça a été une lutte pour savoir qui allait obtenir l'eau. Est-ce que ce sont les villes, les usines de production d'électricité, parce qu'il faut les refroidir? Est-ce qu'on fait de la fracturation hydraulique, parce que la fracturation hydraulique était une industrie pour trouver du gaz en Californie? Ou allons-nous continuer à produire des denrées agricoles? Donc, quand on a regardé l'agriculture de plus près, les gens se sont demandé pourquoi utilisent-ils? Bien, ils ne le faisaient pas à l'époque, pas partout, mais à certains endroits. Il y avait beaucoup de production de foin, parce que c'est bien quand il se fait sec, on peut récolter, mais il y en a qui utilisaient beaucoup d'eau souterraine pour irriguer de la luzerne. Est-ce que ça paraît être une utilisation intelligente de l'eau pour produire du foin? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la luzerne? Ils l'envoyaient en production laitière, mais il y en a une partie qui était déshydratée pour l'exportation, pour que les autres pays puissent produire du lait. Est-ce que ça vous paraît une idée logique si c'est non renouvelable? Donc, c'est là où la lutte s'est produite en Californie. Et ça a encore cours, parce que là, c'est rendu devant la Cour suprême, qui est propriétaire de l'eau. Et c'est devenu pire au niveau public et au niveau de la confiance il y a 2 semaines. Alors, qu'est-ce que s'est-il produit? Une compagnie laitière d'Arabie saoudite a acheté le plus important ranch à l'ouest de Los Angeles, qui est propriétaire de droits hydriques, seniors. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Et là, dites-vous un instant, comment se fait-il que l'Arabie saoudite achète notre eau dans l'ouest de Los Angeles? On a besoin de cette eau. Et c'est devenu un gros problème secondaire. Mais les consommateurs se sont impliqués, même si les compagnies laitières ont compris que l'eau n'était tout simplement pas disponible. Les vaches sortaient de Californie, s'en allaient vers l'Est. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a vu l'industrie laitière se déplacer là où l'eau se trouve. Mais les consommateurs se sont impliqués rendus là, et ça, c'était typique. Les bannières dites non au fromage. 2 tranches de fromage égale 55 gallons d'eau. Donc, Jerry Brown, qui est assez moderne comme gouverneur, un petit peu à la gauche. C'était étrange de voir des consommateurs qui piquetaient Jerry Brown à cause de ça. Quoi qu'il en soit, ça, c'était en Californie. Ça nous ramène... OK, on est l'Institut, c'est là où l'Institut canadien de politique agricole en est venu. Donc, quelle est cette énorme possibilité? Elle est assez énorme pour le Canada. Elle commence avec un élément fondamental. Il faut maintenir la confiance. Une fois que les gens ne vous font plus confiance, ils peuvent mettre fin à l'agriculture et ils vont le faire. Ils vont trouver une autre façon de trouver de la nourriture sans terre si on les oblige. Donc, l'énorme possibilité pour le Canada serait que l'on puisse produire des aliments sécuritaires, on sait qu'on peut le faire, et qu'on peut améliorer les écosystèmes tout en le faisant. Ça, c'est l'objectif à long terme. Donc, voyons comment on s'en tire.
Je suis un peu sensible à ce sujet parce que je faisais partie de l'équipe Maple Leaf quand on a construit Brandon, l'usine de porc la plus moderne près de Winnipeg. Le problème était que, peu après sa construction, le gouvernement a changé. Le gouvernement a décidé qu'il ne voulait pas que le lac Winnipeg ressemble à ça. Et année après année, le lac Winnipeg devenait de plus en plus rempli d'algues. Il s'avère que la science derrière tout ça importait peu. Les porcs ne causaient pas le problème. Ils étaient un élément, mais une petite partie du problème. Le problème provenait, j'espère comme vous le savez, le lac Winnipeg est la source finale, un des rares endroits où l'eau va vers le centre de la Terre. La plupart de l'eau circule vers les océans. Ici au Québec, votre eau s'en va surtout vers les océans, pas au complet, mais en partie. Mais ça, c'est en train de recevoir toutes les rivières de l'ouest des Rochers vers le lac Winnipeg et des États-Unis. Plusieurs des rivières coulent vers le nord, vers le lac Winnipeg. C'est pour ça qu'ils ont tant d'inondations. Et bien sûr, il y a beaucoup de cultures qui produisent ça, pas les porcs. Mais quoi qu'il en soit, ils ont mis un plafond sur les porcheries et il y a encore un plafond. Donc, même si les céréales sont les meilleurs marchés en Amérique du Nord, se produisent en Amérique du Nord se produisent au Manitoba. Pourquoi? Parce que ça coûte cher de le transporter. Alors, c'est un endroit parfait pour mettre des porcs parce que c'est plus facile de transporter des porcs vers le grain plutôt que le grain vers les porcs. La première règle de mathématiques en agriculture. Donc, vers l'Est, c'est un problème aussi pour l'Ontario. En Ontario, et les producteurs et le gouvernement travaillent ensemble pour se dire comment va-t-on empêcher le lac Erie de devenir comme le lac Winnipeg. Donc ça, c'était en 2013. Et passons en 2014 et 2015, le problème n'a qu'empiré. Donc il y a deux problèmes ici. Les lacs se réchauffent, ça on le sait scientifiquement, et l'agriculture devient de plus en plus intensive. Mais la communauté agricole et le gouvernement essaient de régler le problème. L'Institut d'engrais du Canada a un plan que tout le monde commence à adopter en Ontario. Et donc, ils vont régler le problème. Mais leur pire problème ne vient pas de l'Ontario. Le problème, ce sont les deux grandes rivières qui entrent dans le lac Erie. Il y en a une qui passe à travers la ville de Toledo, l'autre de Cleveland, et ils irriguent les meilleures régions de soya et de maïs au monde. Donc, ça prend une solution américaine. Mais qu'est-ce qui arrive aux États-Unis? Qu'entend-on parler aux États-Unis dans les discussions? Discussion, c'est poli, là. Mais dans la discussion, le débat entre l'agriculture et le gouvernement américain. L'agriculture, les organisations agricoles poursuivent la EPA devant la Cour suprême pour même penser à essayer d'imposer des limites sur les fermes. Ils leur disent, c'est pas vos affaires, sortez de là. Donc, le problème va exister pendant longtemps parce que c'est un problème juridique aux États-Unis. Le Québec a eu ses propres problèmes dans plusieurs lacs. Mais vous avez du mérite au Québec parce que les problèmes que vous avez vus au lac Brome et au lac Memphremagog, par exemple, les lacs s'améliorent. Donc, il y a eu du progrès. Mais de nouveaux problèmes se développent, comme le devoir l'a mentionné et comme j'en ai parlé à plusieurs collègues ici. Et ce sont les pesticides. Ça, c'est un problème qui ressemble davantage à celui en Europe et très semblable, en fait. Mais au moins, vous l'identifiez et vous en parlez, tandis que les Européens ne veulent pas en parler. Et je crois que la prochaine étape dans l'équation, bien sûr, c'est de traiter avec les cyanobactéries dans une certaine mesure. Ça existe toujours à l'horizon. Regardez le phosphore et les nitrates. Et il y a un plan pour traiter ça un peu. La question des pesticides, c'est vraiment très actuel et c'est en cours. L'UPA et le gouvernement ici ont des plans, mais je vous dirais qu'il y a des choses qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, il faut un plan que tout le monde va adopter, un plan maître, sur lequel on s'entend. Parce que, essentiellement, le sang du Québec, c'est l'eau. Et on a besoin de l'eau. Il faut que l'eau soit parfaite. L'avenir en dépend. Maintenant, je veux parler des points clés.
Le réseau d'empreintes mondial regarde plusieurs pays au monde et les cartographie en termes de leurs réserves écologiques versus déficit écologique. Presque tous les pays développés au monde, en tout cas en Europe, essentiellement ont un déficit écologique. Ils volent de leur avenir au niveau du sol, de l'eau, de l'air et de la biodiversité. Leur biodiversité est épouvantable. Il y a un excellent article très récent qui démontre comment, quand on regarde le système européen, la biodiversité a diminué aussi rapidement que les subventions pour une agriculture verte. En réalité, ils ont accéléré le déclin de biodiversité. Donc, voici le monde. Le Canada est dans une position très intéressante. Il y a quelques pays, dont le Canada, où on a encore des réserves biologiques et on utilise des surplus. Donc, les pays en surplus ont des réserves écologiques, pas ceux qui ont des déficits écologique. C'est nous qui avons le potentiel d'être des économies robustes à l'avenir. C'est une affirmation fondamentale. Donc, voici les points clés qu'il faut garder à l'esprit à la fin. Notre capacité de prendre avantage des occasions croissantes en agriculture, où les gens ont besoin de plus de nourriture, et il faudra produire davantage en agriculture. La clé, c'est de maintenir la confiance et l'acceptabilité sociale pour produire de la nourriture saine. La façon de le faire, essentiellement, c'est à travers la transparence. Ce n'est pas ce que l'on voit en Europe. Sans se battre avec les gouvernements, comme aux États-Unis. En fait, il faut être transparent et avoir une discussion collaborative. Je crois que votre position ici au Québec, mieux que n'importe, vous êtes bien placé pour le faire. Comme quelqu'un l'a dit plus tôt aujourd'hui ou hier, le Québec est bon à collaborer et ça va être très utile, ça va vous être utile. La dernière chose à faire, c'est regarder l'indice de péril. On ne veut pas que le Canada commence à voler de ses enfants, à vivre des productions futures. Donc, l'indice de péril, plusieurs pays et régions ont épuisé leur capital naturel, comme on l'a vu dans les graphiques précédents, et seront confrontés à une perspective de déclin. Ça va être le point important dans le monde. Lorsque ces pays puissants qui ont décimer leur capital naturel, vont commencer leur déclin. Le monde va être un endroit épeurant où vivre. Donc, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez conserver votre capital naturel pour vos enfants. C'est l'épine dorsale de votre agriculture et si vous êtes capable de faire ça, l'avenir sera vraiment incroyable pour vous. Alors, merci. Connaissez-vous AgriRéseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site Économie et gestion? Abonnez-vous dès aujourd'hui et découvrez une mine d'informations sur les enjeux et perspectives économiques et sur de nombreux autres sujets.